Alors, bonjour, bienvenue et merci à vous tous de vous intéresser à la fluidité en lecture. Donc, c'est un sujet qui me passionne depuis vraiment longtemps maintenant et que je suis très heureuse de partager avec vous. Alors, je vous invite à répondre, tel que mentionné tantôt, à notre quiz qui aura lieu tout au long du webinaire. Alors, vous pouvez cliquer en bas à droite sur le petit onglet sondage. Je pense que c'est un petit dessin, un cercle carré et rectangle. Alors, je vous invite à venir répondre à nos questions. Si vous avez d'autres questions pendant le webinaire, écrivez-nous dans le chat. Nous, on va conserver toutes vos questions. Je vais essayer de répondre par la suite, soit par l'infolettre ou sur Facebook. Du moins, je vais essayer de répondre à vos questions. S'il y a des questions plus précises, avec votre adresse courriel, je vais vous répondre plus individuellement aussi. Alors, la fluidité en lecture, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec notre webinaire en fluidité de lecture. Alors, déjà, je tiens à me présenter, puisqu'il y en a plusieurs. Je pense que c'est la première fois qui assistait à un événement futé. Alors, Geneviève, je suis orthopédagogue de formation. J'ai terminé mon bac en 2003, donc ça fait plus de 20 ans que je suis orthopédagogue. J'ai travaillé 20 ans en milieu scolaire, de vraiment du préscolaire aller jusqu'à la formation aux adultes. J'ai été conseillère pédagogique, j'ai enseigné en classe aussi, donc j'ai vraiment un bagage qui est varié au niveau de l'enseignement. Je suis aussi maman de 2 ados, dont un qui est dyslexique, dysorthographique, donc je sais très bien ce qu'est la réalité et scolaire et familiale pour ce qui entoure toutes les difficultés d'apprentissage. Tout au long de mon parcours aussi, je me suis beaucoup questionnée sur comment vous aider à mieux intégrer plus facilement des pratiques d'enseignement efficaces en salle de classe. Je sais que c'est vraiment pas facile dans le rythme de modifier ces pratiques. Donc, ça a été des questions que je me suis posées tout au long de ma maîtrise. Et c'est ce qui aussi, c'est ce qui teinte beaucoup les programmes d'enseignement que je vous propose via FUT. Donc, c'est vraiment par mes entrevues avec les enseignantes qui m'est venue les idées pour proposer une démarche d'accompagnement qui est vraiment unique et innovante. Donc, je vous présenterai ça vers la fin. On ira faire un petit tour vers les programmes d'enseignement que je vous propose sur mon site web. Alors, sinon, j'ai fondé FUT en 2017, mais c'est depuis 2020 seulement que je suis à temps plein dans mon entreprise et mon seul objectif, c'est vraiment de vous faciliter la tâche pour mettre en place des pratiques d'enseignement plus efficaces. Alors, la petite histoire sur les programmes d'enseignement de la fluidité, en fait, ça a commencé il y a une dizaine d'années où j'étais orthopédagogue au primaire et on venait de faire à ce moment-là les premiers tests de vitesse, non pas de fluidité, mais vraiment de vitesse de lecture. Et je me souviens que pour nos élèves de troisième année, on était un peu découragés parce qu'on avait 18 élèves sur 40 qui n'atteignaient pas les normes de vitesse de lecture. Fait que là, on s'est dit, nos élèves ont vraiment des grandes difficultés, ils sont vraiment faibles, une cohorte assez faible. Puis, là, le premier réflexe, c'est toujours, ben, on va les référer à l'orthopédagogue. Mais je fais, non, 18 élèves, ça fait quand même beaucoup dans mon bureau, c'est un tout petit bureau. Donc, ensemble, on avait décidé de faire un peu plus de recherche sur l'enseignement de la fluidité et de faire un enseignement en salle de classe. Donc, j'avais préparé pour les enseignantes un enseignement avec un album jeunesse sur 4 semaines, 3 séances d'enseignement par semaine, où on travaillait vraiment spécifiquement la fluidité en lecture. Et là, au terme de ces 4 semaines-là, on a refait un test de vitesse. Et surprise, devinez combien d'élèves il nous restait? 6. Donc, des 18 élèves qui n'atteignaient pas les normes, seulement 6 élèves n'atteignaient toujours pas les normes. Et là, je pouvais travailler vraiment avec ces 6 élèves-là dans mon bureau d'orthopédagogue. Donc, avec un enseignement plus structuré, plus efficace, on a réussi à aller améliorer la fluidité en lecture de la majorité de nos élèves qui étaient considérés comme vulnérables. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement notre cas qui était faible, mais qu'on avait besoin de revisiter notre enseignement pour être capable de mieux faire progresser nos élèves à ce moment-là. Donc, depuis, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les programmes d'enseignement de la fluidité en lecture. Donc, c'est sûr que c'est une première ébauche. Les programmes sont vraiment plus complets, beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Alors, pour qu'on puisse parler ensemble de fluidité en lecture, je vais juste mettre la table et s'assurer qu'on comprenne bien
qu'est-ce que la fluidité en lecture, qu'on comprenne, qu'on utilise vraiment un même modèle. Alors, la fluidité en lecture, ce sont 3 principales composantes. Ah, je vais savoir, OK, il faut que je clique ici pour avoir mon animation. Je vous l'ai dit, hein, tantôt, c'est la première fois que j'utilise Meet. J'ai encore des choses à apprendre. Donc, fluidité en lecture, bien souvent, on pense à vitesse de lecture. Qu'est-ce que la vitesse de lecture? Alors, la vitesse de lecture, ce sont les nombres de mots correctement lus par minute. Alors, on fait appel ici beaucoup à la reconnaissance globale des mots. Donc, quand on reconnaît globalement les mots, on est capable de lire rapidement un texte. Par contre, il y a 2 autres composantes qu'on utilise un petit peu moins, donc on entend moins parler. L'une de celles-ci, c'est l'exactitude, qui est quand même assez connue dans plusieurs milieux. Alors, l'exactitude, c'est le pourcentage de mots qui sont correctement lus. Alors, on fait appel ici à toutes les stratégies d'identification et de reconnaissance de mots, donc correspondance graphophonétique, décodage, globalisation, mais tout ce qui est aussi des connaissances morphologiques et orthographiques qui viennent soutenir le décodage. Enfin, la troisième composante, c'est l'expression. Celle-là, on la connaît un petit peu moins bien, on en entend parler, on comprend un peu le concept, mais pour l'enseigner, c'est vraiment ce qu'on connaît peut-être le moins bien dans les écoles. Donc, l'expression, c'est vraiment tout ce qui est les variations de ton, de rythme et d'intonation dans la voix. C'est aussi ce qu'on appelle la prosodie. Alors, la prosodie, c'est vraiment quand je parle, j'en fais plein de pauses. Je peux m'exclamer plus fort, je peux chuchoter. Donc, ça demande beaucoup d'interprétation et ça demande beaucoup plus de connaissances au niveau syntaxique pour être capable d'aller mettre la bonne expression en lecture. Alors, la fluidité, c'est vraiment ces 3 composantes-là, et c'est ces 3 composantes-là qu'on doit tenir compte et pour l'évaluation, mais aussi pour l'enseignement, si on veut voir nos élèves progresser au niveau de la lecture. Alors, j'entends qu'il y a plein de gens qui se joignent encore à nous. Bienvenue. Alors, première question qui est émergée, hein. J'ai pris 7 questions, je pense, en tout, dans toutes les questions qui m'ont été envoyées. Certaines d'elles reviennent plus souvent, donc j'ai vraiment sélectionné celle-ci. Alors, la première question, c'est Sylvie, CSS des Laurentides, que je salue d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est là avec nous ce midi. Donc, Sylvie qui nous demande, mais à partir de quel moment on peut commencer à travailler la fluidité en lecture? Ça, c'est une question que je me fais quand même régulièrement poser. Et pour y répondre, je vais vous amener vers les travaux de Jocelyne Giasson. Donc, Jocelyne qui a décrit vraiment les différentes phases d'acquisition de la lecture chez les élèves. Donc, d'abord, on comprend que les élèves, pour apprendre à lire, ont une bonne conscience phonémique. Ah oui, donc je vois que Mélissa nous a mis un petit commentaire dans le chat. Ça, c'est un outil que vous allez pouvoir trouver gratuitement sur mon site web, dans la boîte à outils. Alors, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la boîte de messages là, pour pouvoir accéder à cet outil-là. Alors, si on revient à notre acquisition de la fluidité en lecture, donc d'abord, les élèves doivent avoir une bonne conscience phonémique, hein, conscience des sons auxquels on va aller rattacher des lettres, donc les correspondances graphophonétiques. Ensuite, on va aller faire la fusion pour développer la lecture en syllabes. Donc là, on voit qu'on commence à entrer dans nos phases d'acquisition de la lecture. Alors, on a une lecture qui est sous-syllabique, hein, on commence à faire les correspondances graphophonétiques, une lecture syllabique, donc l'élève qui lit des petites syllabes, qui lit des mots en syllabes aussi. Donc, on a la lecture hésitante, où c'est encore long, décodé, on met beaucoup d'efforts pour lire chacun des mots. Ensuite, on s'en va vers une lecture qui est beaucoup plus hésitante courante. C'est-à-dire que plus je décode des mots, plus je décode souvent les mêmes mots, je commence à globaliser ces mots-là, à les reconnaître globalement. Et là, je peux commencer à lire des mots un petit peu plus rapidement, mais les nouveaux mots, quand même, il faut que je mette beaucoup d'efforts pour les décoder. Tranquillement, j'augmente mon lexique orthographique et je suis capable de reconnaître de plus en plus de mots. Donc, ma vitesse de lecture commence à augmenter. Donc, on voit ici qu'on peut commencer à parler de fluidité tranquillement. Donc, on a une lecture hésitante courante. Hein? On décode encore, mais on reconnaît certains mots. La lecture courante, c'est que là, je suis capable vraiment de reconnaître la majorité des mots,
Certains mots nouveaux vont me demander un petit peu plus d'effort, mais quand même, j'ai un certain rythme dans ma lecture. Je commence à appliquer aussi des petites pauses aux signes de ponctuation, à reconnaître la phrase et à mettre un peu d'intonation dans ma lecture. Ensuite, on s'en va vers une lecture qui est dite beaucoup plus expressive, où là, je reconnais majoritairement les mots qui sont dans le texte. J'ai des stratégies d'identification de mots qui sont suffisamment efficaces pour être capable de décoder rapidement les mots que je rencontre, que je connais moins bien. Et je peux davantage mettre d'intonation. Donc, on commence à voir la prosodie qui se développe et dans la lecture expressive. Donc, on est vraiment dans des phases de fluidité, de développement où on acquiert la fluidité. Et enfin, on va aller vers une lecture interprétative. Donc, la lecture interprétative, là, c'est vraiment interpréter le texte, mettre les émotions. Et pour ça, ça demande de faire beaucoup plus d'inférences, d'avoir des bonnes capacités à analyser aussi la syntaxe, appliquer les bonnes intonations qui sont dictées par l'auteur. Donc là, on a un niveau beaucoup plus élevé au niveau de la fluidité en lecture. Et si on regarde là où se développe la fluidité, c'est principalement entre la lecture hésitante et la lecture expressive. Et ça s'acquiert principalement entre la 2e et la 4e année du primaire. Je dirais même 5e, lecture expressive. Donc, si on a enseigné de manière beaucoup plus spécifique la fluidité de lecture, c'est recommandé de le faire entre la 2e et la 4e, 5e année. Ça va avec ça? Mais ça ne veut pas dire qu'avant ça, on ne travaille pas la fluidité, bien au contraire. Alors, avant la 2e année, je dirais même mi-fin 2e année, là, après les fêtes du moins, là, puisque première année, début 2e année, on est encore en train de travailler les correspondances graphophonétiques, la reconnaissance globale des mots fréquents, pas n'importe quel mot, ça, ce serait peut-être un sujet sur lequel j'aimerais revenir un jour, mais vraiment reconnaissance globale des mots fréquents. Donc, quand on travaille l'automatisation des correspondances graphophonétiques et qu'on fait un bon enseignement, on met les bonnes bases pour développer une lecture fluide par la suite. Alors, je vais juste reprendre ça ici. Donc, ça va pour ma réponse. Allez voir faites un petit tour sur la boîte à outils aussi. Vous allez découvrir plusieurs outils pour travailler la fluidité en lecture. Alors, ici, question 2, doit-on travailler la fluidité au 3e cycle? Autre question pertinente qui revient assez souvent. Et là, je vous amène à notre quiz. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'enseigner la fluidité de lecture au 3e cycle? On vient de voir les différentes phases de lecture. Alors, je vous invite à répondre par oui ou non. Je ne vois pas les réponses en ce moment avec mon mode de présentation. Mais j'imagine que vous l'avez deviné, hein? C'est effectivement pertinent. Alors, si on revient à notre tableau, on voit que nos élèves au 3e cycle se situent à la lecture expressive. On n'est pas encore tout à fait à la lecture interprétative, donc la fluidité n'est pas complètement atteinte. On n'a pas encore une lecture pleinement fluide. Donc, on va enseigner les théâtres de lecture. Les théâtres de lecteur sont des bons outils, par exemple, pour aller travailler la lecture interprétative. Donc, il y a différentes activités d'apprentissage, d'enseignement qu'on peut faire. Mais attention, ces activités-là sont pertinentes uniquement si vous faites un enseignement efficace de la fluidité et principalement de la prosodie, de l'expression, avant de faire des théâtres de lecteur. Alors, pour aller vers tout ça, vous pouvez venir voir aussi sur mon blog, il y a différents articles qui vous parlent de l'enseignement de la fluidité, de la prosodie. Puis vous allez pouvoir voir aussi différentes activités sur mon site web à ce sujet-là. Alors, question numéro 3. Est-ce qu'on doit continuer à enseigner la fluidité de lecture chez nos élèves dyslexiques? Alors, encore là, je vous pose une petite question dans mon quiz. Est-ce que, d'après vous, les élèves dyslexiques vont atteindre un jour les normes de vitesse de lecture? Alors, je vous donne une petite quinzaine de secondes pour répondre. Est-ce que vous pensez nos élèves dyslexiques peuvent atteindre les normes de vitesse de lecture? Encore une fois, je me réfère à mon tableau de GSO pour parler un petit peu justement de nos élèves dyslexiques. Pourquoi?
Parce que nos élèves, en fait, la dyslexie, ce que c'est un trouble d'acquisition du décodage. Hein? Donc, il y a différents déficits qui expliquent pourquoi un élève est dyslexique. Donc, déficit visuel, phonologique, un déficit attentif, moteur, déficit de la mémoire aussi, qui fait en sorte que l'élève n'acquiert pas le décodage. Donc, l'élève n'est pas capable d'automatiser les correspondances graphophonétiques, puis il y a de la difficulté aussi à globaliser les mots en conséquence. Donc, l'élève est pris dans les premières phases du développement ou de l'acquisition d'une lecture fluide. Okay? Parce qu'il est pris là, dans ces phases-là, c'est sûr que la fluidité est affectée. C'est un élève qui va avoir de la difficulté à atteindre une lecture expressive. Donc, c'est un élève qui va avoir de la difficulté à avoir une bonne vitesse de lecture et un bon taux d'exactitude parce qu'il n'est pas capable d'automatiser tous les processus d'identification. Okay? Alors non, un élève dyslexique ne pourra pas atteindre des normes de vitesse de lecture, du moins pas dans son cheminement près des autres élèves là, pour son âge. Il faut quand même continuer à avoir des interventions pour automatiser tous les processus de décodage si on veut qu'il atteigne un jour des normes de lecture qui soient suffisamment adéquates. Donc, il va continuer à progresser, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que pour un élève régulier. Donc, par contre, et là, je vous amène ici à notre premier tableau de base. Donc, on voit que notre élève dyslexique n'atteindra pas une vitesse de lecture qui correspond aux normes pour son groupe d'âge. Probablement que le taux d'exactitude va aussi être atteint. Donc, parce qu'il a des difficultés à décoder, soit il lit vite, mais il fait plein d'erreurs, soit il lit sans erreur, mais il lit très lentement, puis un élève qui a une dyslexie plus sévère va lire plus lentement avec plusieurs erreurs. Okay? Donc, par contre, il nous reste l'expression. Et ça, c'est l'expression, c'est ce qu'on peut et ce qu'on doit enseigner à nos élèves dyslexiques. Parce qu'il est capable quand même d'aller faire des intonations aux différents signes de ponctuation. Il est capable aussi d'aller inférer pour interpréter le texte, comprendre les émotions. Donc, il faut faire un enseignement explicite de la prosodie pour que nos élèves puissent être capables de lire avec expression. Et là, parce que ce sont des élèves dyslexiques, ils ont besoin de relecture, ils ont besoin de relire plusieurs fois un texte. Donc, c'est important que, dans un premier temps, que l'élève prenne connaissance du texte, soit qu'une synthèse vocale, soit une première lecture ou quelqu'un qui lit le texte, là, dépendamment des mesures que vous avez mises en place pour chacun des élèves. Et ça, je vous invite à mettre ces mesures-là dans le tiers du temps avant la lecture qui est offerte pour tout le monde. Donc, l'élève va pouvoir prendre le temps de prendre connaissance du texte pour ensuite être capable de relire le texte et d'aller appliquer la prosodie que vous lui avez enseignée pour dégager du sens. Alors, la prosodie, toutes les intonations de ton dans la voix font en sorte que la lecture se rapproche énormément de l'oral. Et quand la lecture se rapproche de l'oral, mais ça nous facilite le sens. Donc, c'est ce qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né, qu'on entend les différentes intonations dans la voix. Alors, si on met les bonnes intonations en lecture, on se rapproche de ce qu'on connaît le plus et c'est ce qui permet de comprendre la lecture qu'on est en train de faire. Donc, je donne parfois des petits webinaires justement sur en quoi la fluidité vient influencer la compréhension et c'est vraiment par la prosodie que la fluidité devient le plus intéressante pour comprendre les textes qui sont à lire. Alors, pour nos élèves dyslexiques, c'est essentiel qu'on leur enseigne la prosodie. Alors, j'espère que ça vous aide un peu ces questions-là, puisqu'on va passer maintenant à la 4e question. Alors, comment travailler la fluidité au détriment de la compréhension? Alors, je pense que vous avez peut-être un petit peu deviné. Ben oui, OK. Donc, si on enseigne que la vitesse par plein d'activités de surlecture, on n'est pas en train de développer l'ensemble de la fluidité chez nos élèves, on développe que de la vitesse. Et c'est là où on affecte la compréhension négativement. OK? Donc, c'est sûr que pour lire un texte, je dois d'abord être capable de bien le décoder. Donc, l'exactitude, c'est hyper important. Si je fais plein d'erreurs dans ma lecture, c'est comme lire du chinois, ça ne m'amènera pas à bien comprendre le texte. Mais ce qui aide vraiment à comprendre le texte, c'est enseigner l'expression, enseigner la prosodie. Qu'est-ce que fait la voix au point
à la virgule, au point d'interrogation. Comment je lis un dialogue? Comment je fais pour savoir qui parle? Est-ce que je fais bien mes liaisons dans le texte? Donc, tout ça, c'est des éléments prosodiques qui vont venir donner beaucoup de sens à la lecture et c'est là où on est capable de mieux comprendre le texte. Alors, si on veut enseigner la fluidité, pour enseigner les stratégies d'identification de mots, le décodage comme il faut, pour que l'élève soit capable de globaliser les mots et améliorer sa vitesse de lecture. Et il va falloir aussi enseigner la prosodie si on veut vraiment rendre le texte sensé et intéressant. Quand on lit avec prosodie, c'est tellement plus fun, même pour nous-mêmes dans notre tête. Et là, j'imagine que, Mélissa, je ne vois pas mes notes sur les liens que tu devais mettre au fur et à mesure, mais Mélissa vous met des liens dans le chat, donc des liens qui vous mettent à mon site web. Donc, pour ce qui est de l'enseignement de la fluidité au 3e cycle des élèves dyslexiques, j'ai des vidéos sur mon blog sur ce sujet-là si vous voulez en savoir plus. Pour l'enseignement de la prosodie, alors sur mon site web, il y a aussi une formation qui est axée uniquement sur l'enseignement de la prosodie, les intonations aux différents signes de ponctuation, les liaisons, les groupes de mots. Alors, il faut aller jeter un petit coup d'œil sur mon site web aussi pour voir ces formations-là. On est déjà maintenant rendu à la question 5. Alors, je vous invite à aller voir vers le quiz. Donc, il y a une nouvelle question sur le quiz qui va apparaître. Alors, comment faire attends, je relis ma question. Comment faire de la surlecture sans donner mal au cœur aux enfants? Et là, j'ai mis en parenthèse, ni à leurs parents. Alors, c'est une question de Laurence du CSS du Chemin du Roi. Alors, Laurence faisait un lien avec le fait qu'elle envoyait de la surlecture à la maison, mais il y a d'autres enseignantes aussi qui m'ont posé des questions sur est-ce qu'on devrait faire la surlecture à la maison. Donc, j'ai beaucoup de questions sur la surlecture. Et en fait, est-ce qu'on devrait cesser complètement la surlecture? Selon vous, je ne vois pas les réponses. Peut-être que c'est mitigé. Peut-être que ma réponse va vous surprendre aussi. Elle va suivre. Je vais juste vous laisser un petit mot sur les parents. OK? Parce que moi, comme maman d'élève d'un enfant dyslexique, je l'ai vécu aussi. Et j'ai une position quand même mitigée sur la surlecture. Donc, la surlecture, comme disait Laurence dans sa question, ça donne mal au cœur. OK? Ce n'est pas une pratique qui favorise un amour de la lecture. C'est une activité qui est redondante, qui est plate, qui renforce aussi les méprises. Hein? Si je fais une méprise une première fois puis que je la répète 10 fois dans ma 10 relecture du texte, je renforce mes méprises. Donc, ce n'est pas une pratique qui est complètement jetée à la poubelle, je vais y revenir, mais juste la surlecture pure et simple, ce n'est pas une pratique qui donne le goût de lire et qui développe l'amour de la lecture. Alors, si on envoie ça à la maison, notamment à des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, ben là, on renforce l'idée que lire, c'est plate et c'est redondant. Puis on met aussi à risque un peu la relation parent-enfant. Moi, je dis toujours aux parents, ce qui est primordial, c'est votre relation parent-enfant. Il faut que les activités de devoirs et leçons soient un moment agréable le plus possible à passer ensemble. Alors, je vous proposerai, si vous voulez avoir développé un amour de la lecture, aider à la relation parent-enfant, mais aider à la relation école-famille aussi. Envoyer des lectures intéressantes à la maison à faire, proposer des jeux de lecture à faire aux parents, comme, je ne sais pas, moi, trouver un mot nouveau que tu ne connais pas, puis lui donner une définition personnelle ou compter le nombre de fois que tel mot apparaît dans le texte, lire à l'envers. Donc, trouver des activités intéressantes que l'enfant peut faire avec son parent pour justement aider, hein, que l'enfant lise, aider la relation parent-enfant, mais aussi aider votre relation avec l'école, parce que quand on est toujours en train de se fâcher avec notre enfant pour faire nos travaux le soir, ben, ça n'aide pas la relation école non plus. Donc, tout ça mis ensemble, c'est important d'envoyer des choses vraiment pertinentes et intéressantes à faire à la maison. Alors, c'était mon petit aparté de maman d'un enfant dyslexique. Alors, pour répondre à la question de Laurence, comment faire de la surlecture? En fait, la surlecture n'est pas à jeter
avec le bébé de l'eau du bain, là, c'est vraiment une activité qui est nécessaire pour enseigner la fluidité de lecture, pour développer une bonne fluidité de lecture, mais cette activité-là ne devrait pas être faite comme ça. Je te donne un texte et tu le relis plusieurs fois. Il doit absolument y avoir un enseignement explicite autour des activités de surlecture. En fait, les activités de surlecture sont des activités de pratique guidée. Donc, je dois d'abord, comme enseignante, modéliser et nommer clairement mon intention pédagogique pour que l'élève sache quoi mettre en pratique pendant les activités que moi j'appelle de relecture. Donc, ça me permet de distinguer de la surlecture. Donc, pour faire ça, je vous propose mon document des 12 formules de lecture répétées. Donc, c'est 12 façons de faire de la relecture en classe qui vous permet de varier le soutien à offrir à vos élèves, de beaucoup de soutien à un peu de soutien. Alors, on me demandait là, comment mettre en place de la différenciation pédagogique dans les classes. Les activités de surlecture, de relecture sont une bonne façon de différencier le soutien à apporter aux élèves. Donc, vous pouvez même aussi, il y a des activités à faire en duo ou en équipe de 4. Ça vous permet aussi, avec les activités de surlecture, de travailler avec des sous-groupes d'élèves qui sont plus en difficulté. Donc, avec ces sous-groupes d'élèves-là, un sous-groupe d'élèves du moins, ça vous permet de modéliser davantage, micro-graduer l'exercice et de donner beaucoup plus de rétroaction. Quand on parle de palier 2, c'est pour juste travailler en sous-groupe, c'est qu'est-ce qu'on y fait aussi. Alors, un bon palier 2, c'est vraiment une intensification des interventions. Donc, c'est vraiment une intensification de la modélisation, de la micro-graduation des objectifs d'apprentissage, mais de l'intensification aussi de la rétroaction à donner aux élèves. Donc, les 12 formules de lecture répétées que je vous propose, qui sont gratuites sur mon site web, vous permettent vraiment d'aller faire un enseignement efficace, d'utiliser la surlecture dans un contexte d'enseignement explicite et de différencier aussi votre enseignement. Donc, il y avait Daphné qui me posait la question sur la différenciation pédagogique. Alors, Daphné, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Et je vous invite aussi à aller voir, là, Mélissa va mettre dans le chat, il y a un lien vers une formation que je donne aussi sur comment appliquer les 12 formules de lecture répétées en salle de classe. Alors, cette formation-là, elle est tournée en vidéo avec des vrais enfants. Alors, ça vous permet de comprendre rapidement comment appliquer ces 12 formules-là dans votre classe. Alors, allez faire un petit tour sur le site web. On arrive maintenant à la 6e question. Je regarde mon temps, tout va bien. Alors, 6e question. On m'a demandé, c'est Daphné, justement, du CSS du Fer, qui me demandait quels outils et ressources pédagogiques sont les plus efficaces pour soutenir le développement de la fluidité en lecture. Alors, c'est simple, c'est ton enseignement. Okay? Il n'y a pas un matériel pédagogique qui peut être plus efficace que l'enseignement que tu vas faire de la fluidité en lecture. Donc, t'assurer que tes élèves sont capables de lire avec exactitude, qu'ils sont capables de globaliser les mots fréquents d'un texte pour accéder à une meilleure vitesse de lecture. Mais c'est aussi tout ton enseignement de la prosodie. Donc, tout ça, c'est ton super pouvoir de super prof. Tu as beau utiliser, je sais que les éditions Passe-Temps ont des jeux, Josiane Parent a mis un jeu en ligne aussi gratuitement qui est super intéressant. Il y a des textes de fluence qui existent, que je trouve sur le net gratuitement, à petit prix. Mais tout ça, si tu n'y mets pas un enseignement efficace et que tu n'es pas en mesure de modéliser, d'expliquer qu'est-ce qu'une lecture fluide à tes élèves, ça n'aura pas d'effet. Alors, si tu veux avoir des résultats, il faut absolument que tu t'appropries les démarches d'enseignement efficace de l'enseignement de l'ensemble des composantes de la fluidité en lecture. Alors maintenant, je vous amène vers le quiz parce que ça existe un enseignement efficace de fluidité en lecture et je me demandais si ça vous intéressait d'en connaître un qui était vraiment clé en main. Alors, vous pouvez répondre sur le quiz. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Et c'est ce qui va m'amener à la question 7. Alors, question 7, il y a Anne du CSS des Patriotes qui nous demandait est-ce que tu aurais une planification graduée d'intervention en fluidité en lecture?
Alors oui, j'ai vraiment, comme je vous disais au début de la séance, ça fait 10 ans que je travaille sur l'enseignement efficace de la fluidité en lecture, que je propose aux enseignantes des programmes d'enseignement qui sont clés en main, qui sont montés à partir de données probantes basées sur un enseignement explicite. Donc, tout ça est déjà tout prêt et c'est ici. Alors, ce sont 3 programmes d'enseignement qui sont en ligne actuellement. Deuxième, troisième et quatrième année. Celui de quatrième s'en va, est aussi utilisé en cinquième année parce qu'on travaille, entre autres, là, toute la stratégie d'identification de mots avec la morphologie. Alors, les 3 programmes d'enseignement respectent l'acquisition de la lecture des élèves que je vous ai présenté tantôt, là, selon le modèle de Giasson. Alors, on travaille chez les plus jeunes en deuxième année, beaucoup plus des stratégies d'identification de mots, avec la prosodie évidemment. Troisième année, beaucoup plus au niveau de la prosodie. Quatrième année, on travaille beaucoup plus syntaxe, donc lecture par groupe de mots, les indices un peu plus morphologiques. On va un peu plus loin aussi dans l'interprétation des textes. Alors tout ça, ça vient avec un album jeunesse des éditions de la courte échelle qui sont présentés ici. Donc, ça rend les activités beaucoup plus ludiques. Alors, de ce pas, je vous amène faire un tour, à voir un peu ce que c'est, parce que je vous parlais tantôt que ma maîtrise m'avait amené à proposer une démarche d'accompagnement un peu unique et innovante. Il faut absolument la voir pour comprendre ce que c'est. Alors ici, je vais faire le tour du programme d'enseignement de la fluidité de troisième année, qui est avec le virus de Belinda, qui est le premier que j'ai mis en ligne. Alors, quand vous achetez le programme, vous arrivez ici sur la plateforme web et vous avez vraiment, est-ce que vous voyez bien mon onglet? Oui, je le vois ici. OK. Et vous avez donc tout plein de petits onglets pour vous aider à préparer l'enseignement. Alors, c'est un programme d'enseignement qui est clé en main, mais qui inclut aussi une demi-journée de formation qui s'étale sur 4 semaines. Et toute la formation est en petite capsule vidéo, donc étalée sur 4 semaines. Et ça vous permet d'avoir l'information, la formation pour ce que vous allez aller faire maintenant. Donc, il y a quand même un petit peu de théorie avant la pratique. Donc, toutes les vidéos ont aussi été tournées avec des enfants pour que vous puissiez voir comment appliquer concrètement les activités d'enseignement en salle de classe. Donc, vous voyez, il y a plusieurs vidéos ici de fondements théoriques qui sont de 2 minutes à peut-être 6 minutes, qui est la formation la plus longue. Donc, ça se fait vraiment rapidement. Vous avez des stratégies pour enseigner à une classe hétérogène, donc des stratégies de différenciation pédagogique. Et vous avez ici l'onglet « Tout le matériel » qui est déjà prêt à être utilisé, imprimé. Donc, il y a différentes activités. Les textes ont été extraits des albums jeunesse. Il y a des activités d'écriture, des activités de mots-étiquette, en tout cas, plein d'activités à faire, des activités interactives aussi en ligne. Et, oh non, j'ai cliqué trop vite. Je reviens. Vous avez toute la démarche d'enseignement des 4 semaines d'enseignement. Alors, chapitre 1, c'est la première semaine d'enseignement. Vous avez la préparation et les 3 activités d'enseignement pour la semaine 1. C'est 3 activités de 40 minutes, alors ça s'en sert super bien dans un horaire de classe ou d'orthopédagogie. Donc, vous avez ici les 4 semaines, chapitre 2 qui est la deuxième semaine, les 3 séances, chapitre 3, 3 séances et chapitre 4, les 3 séances d'enseignement ici. Alors, en 4 semaines, je vous garantis que vous améliorez la fluidité en lecture de vos élèves. Alors, pour chaque semaine d'enseignement, ce que vous avez retrouvé, c'est vraiment une préparation. Alors, vous avez des vidéos qui vous préparent à l'enseignement, toute la formation qui vous prépare à faire cet enseignement-là pour cette semaine, donc pas dans 6 mois ou dans 3 ans parce que tu n'as pas eu le temps de rien planifier parce que tu es débordé. Tout est là, vraiment. Donc, vous avez tous les mots aussi du texte qui ont déjà été analysés avec les stratégies d'identification de mots. Tout est extrait. Les mots fréquents basés sur la banque école sont déjà extraits aussi. Vous avez une intention pédagogique claire qui est prête, qui est déjà toute planifiée pour vous à chaque semaine. Et vous avez ici tout le matériel. Donc, en un clic, vous avez le texte ici du chapitre 1. Donc, les textes ont été extraits. Il y a déjà des petites mesures d'adaptation qui ont été mises pour faciliter l'enseignement et les activités de relecture. Et on a aussi les textes qui sont déjà prêts pour les élèves qui sont en difficulté de lecture. Alors, il y a déjà des textes qui sont adaptés aux élèves avec la segmentation syllabique orale. Alors, il y a aussi des mots-étiquettes, des activités interactives qui sont déjà intégrées
Alors, vous pouvez présenter ces activités-là en salle de classe. Ce sont les mots du texte qui ont été extraits, les mots plus difficiles, et on révise toutes les correspondances graphophonétiques ou encore les différentes façons adéquates, dans les mots irréguliers. Donc, il y a différents éléments. Oups, je ne l'avais pas partagé, excusez-moi. Alors, vous avez ici là, toutes les activités interactives de mots difficiles. Donc, si on revient ici à la page, vous avez différents outils, des fiches de rétroaction, les fiches de planification d'enseignement, des formules de lecture répétées qui sont gratuites sur mon site web et qui se retrouvent aussi. Toute la formation est inclue dans ce programme-là aussi. Et vous avez le tableau des intonations, donc tous les outils d'enseignement qui sont nécessaires à votre enseignement de la fluidité. Et il y a aussi ici des activités d'écriture. Donc, chaque chapitre a des activités d'écriture pour réinvestir davantage les mots fréquents à globaliser. Donc, on sait que la relation lecture-écriture orale est hyper importante dans l'apprentissage de la lecture. Alors, il y a toutes ces activités-là pour chaque semaine d'enseignement. Ensuite, si on va à la première séance d'enseignement, alors, vous avez toute la formation pour l'enseignement d'aujourd'hui. Okay? Je ne me souviens plus, moi, comment enseigner les intonations au point et à la virgule. Je vais en faire cet enseignement-là, de cette séance-là aujourd'hui. J'ai ma petite vidéo de 2 minutes qui me rappelle rapidement comment faire les intonations au point et à la virgule. Ici, j'ai tout mon matériel qui s'ouvre en un clic. Donc, je dois faire les activités de relecture en classe avec mes élèves. Je clique sur le texte du chapitre 1 et il s'affiche à l'écran. Et j'ai toute ici la planification de l'enseignement qui est déjà prête, décrite. Donc, vous avez les vidéos, la planification, le matériel. C'est vraiment un clé en main que je vous offre, en fait. Vous avez juste à vous approprier les démarches d'enseignement. Et en bas, ici, à droite, vous avez un petit onglet. Si vous avez des questions, une incompréhension, quelque chose qui ne fonctionne pas, un élève qui vous questionne, vous pouvez m'écrire et moi, je vous réponds assez rapidement, généralement, pour vous aider à mieux mettre en place votre enseignement de la fluidité en lecture. Alors, c'est un peu ce que vous retrouvez dans mes programmes d'enseignement. Donc, les 4 semaines sont vraiment montées un peu de la même façon avec les vidéos, l'alternance théorie-pratique, le matériel qui est clé en main. Tout est déjà là. Et vous avez aussi un accompagnement qui est offert tout au long que vous utilisez le programme d'enseignement. Alors, c'est vraiment un clé en main qui est vraiment unique. Alors, si je reviens ici à ma présentation, alors, est-ce que, quand vous essayez des nouvelles pratiques dans la classe, est-ce que vous aimez les faire seuls ou est-ce que vous préférez les faire à deux? C'est dur, hein, mettre des nouvelles pratiques d'enseignement dans la salle de classe et avec tous nos élèves, tout le brouhaha. Puis des fois, être à deux, hein, je trouve que c'est vraiment facilitant. Alors, je vous laisse un petit moment pour répondre à ces questions-là. Puis, bien, je voulais vous partager aussi les expériences que les enseignantes ont vécues avec les programmes de fluidité en lecture. Donc, ce qu'elles disent, hein, c'est que c'est vraiment un clé en main complet, pas besoin d'aller chercher ailleurs pour aller compléter, tout est là. Donc, vous pouvez aller voir aussi dans le chat, vous avez le lien pour accéder aux programmes d'enseignement qui sont là. Donc, il y a Judy qui dit que c'est vraiment un coup de cœur. Hein? Elle ne savait pas c'était quoi enseigner la prosodie. On ne l'apprend pas à l'université, ça. Donc, moi, il a fallu que je fasse vraiment beaucoup de lecture et d'expérience pour comprendre comment enseigner la prosodie comme il faut. Alors, Judy qui nous dit que tout le programme, c'est facile à apprendre comment mettre en place la lecture de la prosodie, l'enseignement de la prosodie, excusez-moi. Et on a aussi Catherine qui dit que les vidéos, elle, c'est vraiment les vidéos, elle dit que de voir comment je faisais les enseignements avec les élèves, bien, c'était beaucoup plus facile de comprendre ce qu'il y avait à faire que de juste lire le texte. Hein? On achète parfois des livres là, aux éditions Chanelière, CEC, qui nous expliquent une démarche d'enseignement, mais c'est pas si simple, tandis qu'avec les vidéos, en contexte, c'est vraiment facilitant pour voir comment mettre en place les bonnes activités d'enseignement. Et tout ça, 4 semaines d'enseignement, et je vous garantis que vous allez voir la fluidité de lecture de vos élèves changer, notamment la prosodie. C'est vraiment ce qui change et c'est le fun parce que c'est ce qui permet à vos élèves de mieux être centrés sur le sens du texte. Alors, pour répondre à votre question,
plusieurs enseignantes me disaient que elles apprenaient mon nouveau programme. Hein, il y a Sylvie ici qui nous expliquait, donc une citation de Sylvie qui disait moi, là, je trouvais ça vraiment lourd au début, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses. C'était une proposition de l'orthopédagogue de faire cet enseignement-là en classe. C'était un peu comme réticente. Mais bon, l'orthopédagogue est allée enseigner avec elle dans la classe. Elle dit que ça l'a vraiment aidé à s'approprier toutes les pratiques d'enseignement qui sont incluses dans le programme. Parce qu'ils étaient deux, donc le stress était beaucoup moins grand pour elle. Et ce qui est intéressant, c'est que le programme, comment il est fait, c'est que la première semaine, effectivement, il y a une nouvelle approche, mais comme les 4 semaines sont structurées un peu de la même façon, Sylvie disait que la première semaine, c'était vraiment gros, énorme, puis la 4 semaines, elle me disait, c'est un vrai pet, elle dit, tout se refaisait, tu sais, c'est comme ça se répète, c'est vraiment facilitant. Donc, on a juste à s'approprier l'enseignement de la prosodie qui varie d'une semaine à l'autre, mais sinon, la structure est la même. Ça permet aux élèves aussi de bien vivre cette structure-là pendant 4 semaines. Ils savent à quoi s'attendre. Puis, ils s'attachent au personnage, c'est ce que les profs me disent. Puis, ils aiment beaucoup faire les jeux de relecture. Ils demandent, sont contents quand ils savent que, mais tiens, OK, on fait la fluidité aujourd'hui. Puis, ils ont même réutilisé les jeux de cartes que j'ai créés en lien avec les albums jeunesse dans d'autres types de textes pour faire les activités de relecture parce que les élèves aimaient trop ça. Alors, je vous dis ça comme ça. Mais tout ça pour vous dire qu'à deux, j'ai créé en ligne la Duo Collabo. C'est tout nouveau. C'est un nouveau produit que je vous offre. Donc, ça permet et à l'enseignante et à l'orthopédagogue d'avoir accès au programme d'enseignement. Alors, l'enseignante a son programme, mais à moitié prix, presque moitié prix. L'orthopédagogue peut aussi avoir accès à toutes les démarches d'enseignement, toute la formation par vidéo pour vous faciliter finalement le co-enseignement en salle de classe. Parce que je sais que c'est le co-enseignement, moi, je crois énormément. J'ai vraiment travaillé fort sur le co-enseignement aussi dans mes années où j'étais en milieu scolaire. Le co-enseignement, c'est ce qui nous aide à mettre en place des bonnes pratiques puis à mieux répondre aussi aux besoins différenciés de vos élèves. Alors, j'ai une formule co-enseignement qui s'appelle la Duo Collabo qui est disponible en ligne pour vous. Alors, il faut trouver ça aussi sur mon site web. En tout temps, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire aussi. On peut prendre un rendez-vous Messenger là, pour se parler un petit peu plus des programmes d'enseignement. Je dis Messenger, un rendez-vous Meet. Je ne suis pas encore habituée avec Meet. Je travaille vraiment fort. Là, Mélissa, après rire de moi, j'arrête pas de l'appeler Team Messenger, tous les noms. En tout cas, un jour, je vais devenir bonne, je vais l'appeler Meet au complet. Alors, donc ça, c'est les programmes d'enseignement qui sont en ligne avec la version Duo Collabo pour vous aider à co-enseigner ensemble puis à améliorer la fluidité de lecture en 4 semaines seulement de vos élèves. Alors, allez voir ça sur mon site web. Sinon, sur mon site web, Mélissa va vous mettre le lien dans le chat aussi. Il y a différents outils pour enseigner la fluidité de lecture, donc les phases d'acquisition de la lecture que je vous ai présentées tantôt, les 12 formules de lecture répétées. Il y a aussi les composantes qui sont à enseigner selon la PDA, donc selon le niveau scolaire. Donc, ça vous aide à planifier votre enseignement aussi, puis ça vous aide à donner du poids à celles qui disent « Non, on n'a pas besoin de faire ça au 3e cycle. » C'est pas vrai. Dans la PDA, les composantes de la fluidité de lecture se retrouvent, vraiment sont prescrites. Alors, il faut enseigner quand même la prosodie et la fluidité au 3e cycle. Et donc, il y a d'autres outils aussi gratuitement sur mon site web, d'autres à petit prix, dépendamment de ce que vous recherchez. Mais allez voir sur la boîte à outils. Sinon, il y a sur le blog aussi où il y a différents articles, des vidéos qui parlent de l'enseignement de la prosodie. Alors, ça peut vous aider à enrichir votre enseignement et votre planification de votre enseignement, du moins. Je vous invite aussi à vous inscrire, mais ça va mettre dans le chat, à mon prochain webinaire. Donc, une fois par mois, je fais un webinaire sur l'enseignement de la fluidité de lecture. Alors, aujourd'hui, on a vraiment abordé des thèmes de manière beaucoup plus globale. Donc, c'était vraiment en gros. Mais habituellement, dans mes petits webinaires, là, je vais un petit peu plus en profondeur dans chacun des sujets. Donc, on a parlé dernièrement de la compréhension. C'est quoi le lien entre la compréhension et la fluidité? Donc, on est allé plus en profondeur sur l'enseignement de la prosodie. Je vais des fois, certains webinaires, plus en profondeur sur les composantes de la fluidité en lecture. Et ce qui s'en vient dans 2 semaines, c'est vraiment au niveau de la planification annuelle de la fluidité en lecture. Donc, on va voir la planification globale
sur une année, mais aussi interniveau, hein, comment avec justement la PDA, les composantes enseignées selon la PDA, comment on gradue notre enseignement de la fluidité en lecture. Et le 23 mai, il y aura un dernier webinaire pour cette année, comme on arrive vers la fin de l'année, qui va porter sur l'évaluation de la fluidité en lecture. Comment faire une bonne évaluation en tenant compte des 3 grandes composantes de la fluidité et comment faire une analyse de données. J'aborde aussi comment tenir compte des résultats de cette évaluation-là dans notre évaluation chiffrée, donc notre fameux bulletin. Donc, il y aura tout ça dans le webinaire du 23 mai. Alors, si ça vous intéresse de vous inscrire pour le webinaire du 25 avril, ça se trouve dans le chat. Donc, Mélissa a mis le lien là. Alors, je vous invite à venir vous inscrire et assister avec nous à ce prochain webinaire. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, peut-être que j'irai voir. Il me reste un petit peu de temps. Je vais peut-être aller voir s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Si vous avez des questions que vous voulez me poser de manière un peu plus personnelle, écrivez-moi à info@pédagogiefutée.com. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi là, par mon adresse courriel si vous voulez en savoir un peu plus sur les programmes d'enseignement de la fluidité. Sinon, je vous invite à venir vous inscrire aussi sur la page Facebook. Donc, ça va vous permettre de voir tous les événements qui vont suivre, qui viennent. Comme je disais, j'ai des webinaires mensuels, j'ai des produits gratuits, des outils qui sont annoncés sur ma page Facebook. Alors, Mélissa met le lien dans le chat en ce moment. Alors, venez vous abonner à notre page Facebook. Alors, c'est ce qui fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais peut-être mettre fin à la présentation. Alors, sur ce, je vous remercie. Je suis vraiment contente d'avoir passé 7 heures de dîner avec vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'y avoir assisté aussi. À très bientôt.